Je ne veux pas la mort, je ne veux la mort de personne. Mais vous savez, comme je suis un paysan, je sais que dans la vie, il faut que la graine meure pour donner naissance à l'arbre. Et je crois que l'État belgique, s'il mourait pour donner la naissance à l'Europe, à un État européen et après-demain à un État de la planète, où il n'y aurait plus de guerre, où les gens seraient solidaires entre eux, où on ne déjetterait pas des excédents alimentaires en Europe pendant qu'il y a un tiers ou la moitié de l'humanité qui crève de faim, ce serait quand même formidable. Pourquoi dire, ceux qui aiment bien la Belgique, c'est leur droit et je ne leur en veux certainement pas. Mais croire que dans les choses vivantes, il y en a qui sont éternels et immuables, c'est faux. Et c'est nier la vie. Et vous pensez que la Belgique va mourir de sa propre mort, de sa belle mort? Elle ne va pas mourir, elle va s'intégrer dans un espace meilleur, plus ouvert, plus large, qui sera l'Europe. Et c'est bien. Pour nos enfants, il nous faut faire l'Europe. Finalement, vous avez attaqué l'État belge d'abord par la Wallonie, par les fourrons, par la Wallonie, et puis maintenant vous l'attaquez par le haut, par l'Europe, d'une certaine manière. Je ne fais pas une fixation contre l'État belge. Je dis l'histoire nous rappelle, regardez sur les 2000 ans que nous venons de passer dans cette ère, sur 2000 ans, le nombre de fois que nos régions, qu'elles soient de France ou de l'Est ou du Centre, combien de fois elles ont changé de nationalité, d'État, de pouvoir. Est-ce que vous croyez que dans 1000 ans, ici, ce sera toujours la Belgique, ce sera peut-être encore Liège, ça je l'espère. Mais la Belgique ou la Wallonie, certainement pas. Tout ça Claudine bouger. Claudine Cornet. Oui, il me semble que dans tout ce qu'on vient de dire, on a posé d'une façon indirecte la question de la propagation de la soumission, à la fois en parlant de la structure du Parti communiste ou de la structure de l'Église, ou en évoquant ce que vous venez de dire maintenant. Il me semble que ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'éducation des consciences, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental et qui devrait peut-être venir au centre du débat maintenant. C'est ce que vous essayez de faire avec votre petit groupe. C'est ce qu'on essaie de faire. Et vous avez même des cafés citoyens. Voilà, alors ça c'est indépendant, oui, c'est indépendant du groupe Ancrage. C'est quelque chose qu'on a lancé à la fin de l'été dernier avec quelques autres personnes qui sont aussi des citoyens ordinaires et qui se sont dit que là où nous vivions dans la région du centre, il n'y avait pas d'endroit pour penser vraiment. C'est le café du commerce? C'est un lieu qui ne sert à rien et c'est son plus grand mérite. Et si ça pouvait être un lieu où monsieur et madame tout le monde passent parce qu'ils ont envie de venir discuter, boire un verre, et où ils peuvent se réapproprier une parole de citoyen et prendre confiance dans leur propre parole pour aller la porter à l'intérieur des structures et être contestataire, être naturellement contestataire à l'intérieur des structures, c'est-à-dire que ce soit au sein de l'Église ou au sein d'un parti quel qu'il soit, dire moi je ne suis pas d'accord avec ce que la sous-section ou la sous-section machin peut dire, et je le dis tout naturellement, et parce que nous sommes beaucoup à le dire, on ne court plus vraiment le risque de l'excommunication sous quelque forme mais aujourd'hui, ça servirait à quelque chose. Vous êtes attaché au Parti Socialiste au Parlement Wallon. Est-ce que vous allez pouvoir rester une insoumise avec la liberté de parole que vous avez? Il y a deux choses à dire. D'abord, quand on accepte une mission comme celle-là, il est clair que quand elle sera un peu définie, on a un devoir de réserve naturelle sur les dossiers qu'on vous demande de traiter. Ça me paraît tout à fait... Ça me paraît tout à fait normal, mais c'est un contrat qu'on passe. Donc il faut respecter les termes d'un contrat. Mais ça n'empêche pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment l'endroit où on a le moins le droit d'être un citoyen non pensant. Donc accepter cette mission-là et venir ici en disant je suis une insoumise, ça implique qu'il faut rester extrêmement critique. Mais vous êtes une insoumise qui est rentrée dans le système. Vous pensez qu'à un moment il faut rentrer dans le système? Je pense que pour quelqu'un de ma génération et pour une femme surtout, quand on a une opportunité comme celle-là, on ne peut pas la laisser passer, parce que les gens de ma génération finalement voient que le pouvoir est occupé depuis des années et des années par une catégorie de personnes qui sont très souvent des messieurs d'un certain âge. Vous ne m'en voudrez pas d'être un peu impertinent, mais c'est souvent le cas. Et je crains fort que ce pays, comme beaucoup d'autres pays, ne court le risque d'être géré un moment par une sorte de gérontocratie qui ne prévoira jamais le moment où passer le relais aux jeunes. Alors notre génération, ce ne sera pas une génération de pouvoir, ce sera une génération de passeurs. On doit faire ça, je crois. Aménager. Est-ce que les manifestants passent à l'antenne? Oui, on les montre sûrement de temps en temps, et puis on va parler d'eux, on ne les oublie pas. C'est vrai qu'il faut entrer comme un... Il faut entrer dans le système pour le changer. Vous voulez devenir ministre maintenant?
j'ai dit que je serais candidat à un portefeuille ministériel après les élections de 99, pour autant que les citoyens me demandent à travers leur suffrage. Si les gens me disent, reste à la maison, va entrer dans le système. Pour le changer, bien sûr. Écoutez bien, vous pouvez avoir le meilleur discours, le meilleur programme, 1 million de fois raison. Si vous êtes hors de la pièce, vous n'aurez rien à dire. Il faut venir dedans pour faire changer les choses. Moi, je crois, quand je me suis battu aux côtés de Coluche pour créer les Restos du Cœur ici, j'ai été critiqué par celles et ceux dans notre belle cité qui disent qu'il faut être solidaire avec les pauvres. Mais une fois qu'il fallait passer de la parole aux actes, une fois qu'il fallait descendre, aller les côtoyer, hein, ces gens qui sont malheureux, qui sont abandonnés, et pour 1001 raisons, ce sont des pauvres, on fait des catégories. Je reviendrai une seconde sur ce que Monseigneur Gaillot a dit tout à l'heure. Soyez pas trop long, monsieur. Non, une seconde sur ce que Monseigneur Gaillot a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les expulsés. Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Mais les gens ont peur, hein, parce que lorsqu'ils passent à côté des expulsés sans s'arrêter et leur dire on va vous aider, ils se disent que le jour où eux ils seront expulsés, personne ne s'arrêtera non plus. C'est ça le drame. Notre société n'a plus de gens suffisamment courageux, suffisamment informés, suffisamment critiques que pour dire quand je vois un malheureux, je l'aide, comme ça le jour où je serai dans la misère, on m'aidera aussi. On est riche, égoïste, donc tu es dehors, ben, tant pis. Moi je ne m'occupe pas de toi parce que si on voit en plus que je veux t'aider, c'est peut-être moi qu'on va foutre à la porte. Babar, vous avez... Juste là-dessus, parce que je rejoins tout à fait ce que dit José Appart. Ça, c'est une conception vraiment fondamentale pour nous. Il y a des gens qui pensent que leur liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Bon, c'est une vision qu'on ne partage pas. Au contraire, nous, on pense que notre liberté, elle est protégée par la liberté des autres. Et moi, si je descends dans l'immeuble et que je vois la situation qu'a décrit Monsieur Gaillot tout à l'heure, eh bien, je me dis, ça peut m'arriver à moi demain aussi. Et la meilleure manière pour que ça ne m'arrive pas à moi demain, c'est que ça ne se fasse pas aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut inverser dans la tête des gens. Le problème, c'est qu'on vit dans une situation économique, et il faut quand même en parler un petit peu de l'économie, parce qu'on parle des pauvres comme s'il y avait des chromosomes, ou bien que ça arrivait avec le soleil et le brouillard. On vit quand même dans une société capitaliste. Cette société capitaliste a un certain fonctionnement économique, et ce fonctionnement économique dans une période où on est en situation de révolution industrielle fait qu'on n'a plus besoin du travail humain, donc le travail humain, c'est poubelle aujourd'hui. Et c'est ça les pauvres, c'est ça les Restos du Cœur. Donc c'est ça que je voulais dire. Et le sentiment de résistance et le sentiment de révolte qu'on essaye de propager aujourd'hui, c'est ça. C'est de dire, vous êtes paralysés par la peur, parce que tout le monde a peur aujourd'hui, parce que plus personne n'est sûr, parce que c'était marquant lors de la marche blanche et des affaires du trou. Il y a deux phénomènes qui sont percutés. D'une part, la peur pour la protection, la vie de nos enfants, et puis de l'autre côté, l'autre élément qui a percuté, c'est le fait que pour la première fois depuis longtemps, les gens se rendaient compte que leurs enfants allaient vivre plus mal qu'eux. Si ça a eu un tel écho, cette affaire, c'est la conjonction de ces deux éléments-là. Le fait de se rendre compte qu'aujourd'hui, plus personne n'est en sécurité. Et ce que je voudrais ce que je voudrais aujourd'hui lancer comme appel à la révolte et comme appel à la résistance, c'est pas d'aller incendier une chose ou l'autre, c'est pas du tout ça. C'est chacun, là où on est, là où on peut le faire, de ne plus se laisser faire et de se dire que si quelqu'un est traîné dans la boue, eh bien, on a intérêt à l'aider parce que sinon, ce sera bon pour soi demain. Autrement dit, vous êtes un anard qui n'est pas contre tout, vous avez un idéal. Mais les anarchistes n'ont jamais été contre tout. Les anarchistes, ça c'est vraiment une vision bande dessinée. Il faut réactualiser. Non, les anarchistes sont pour toute une série de choses. Ils sont notamment pour l'ordre, mais sans le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont pour une société d'harmonie ou qui serait débarrassée de l'autorité. Nous sommes pour une société où les gens sont responsables. C'est-à-dire que l'anarchisme, c'est la liberté et la solidarité et la responsabilité. Mais on a souvent l'impression que vous êtes contre l'État. Ah oui, on est contre l'État. Parce que pour nous, fondamentalement, l'État est un organe d'oppression. Parce que l'État n'a pas toujours existé. Et qu'il y a eu des sociétés avant qui vivaient sans État et que l'État est pour nous fondamentalement lié à l'instauration du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a des rapports marchands. On n'a pas toujours vécu dans une communauté humaine où pour avoir ceci, on devait échanger à cela. Le don existait, l'échange existait, la monnaie n'a pas toujours existé. Et puis avec les rapports marchands est arrivée la structure. Et la structure, c'est l'État. Donc pour nous, l'État concrétise ces deux éléments qui nous révoltent. D'une part, toute la sphère de l'exploitation
et d'autre part toute la sphère de l'oppression. C'est-à-dire d'une part... Vous venez de donner un exemple d'oppression. D'oppression, oui. Mais l'État en permanence m'opprime. L'État en permanence m'opprime parce que quand on essaye on va parler de l'article 342, mais évidemment, on va parler de l'article 342. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? Parce qu'on parle de l'insoumission, on a un peu une discussion académique, mais demain, si cet article 342 passe, et il a déjà été voté le 5 juin dernier à la Chambre... Il faut dire que c'est un article dont on a très peu parlé, voilà, qui est un peu passé sous silence, et c'est votre combat d'aujourd'hui. C'est un de nos combats d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain, ce projet de loi passe, eh bien, les